Le IR Légal est un cycle de conférences matinales dont certains d'entre vous sont habitués, mais je le refais la petite introduction pour les autres, que nous organisons au sein du cabinet Lexing en collaboration avec l'ARCIE. Comme Fanny vous l'a déjà signifié dans le chat, vous recevrez la présentation, les slides par la suite par email, donc ne vous inquiétez pas. Quelques semaines plus tard, la vidéo va être mise en ligne sur le site de Lexing. Et classiquement, on va y venir dans un instant, les sujets sont traités via 4 questions et on utilise habituellement un exemple pour illustrer le sujet du jour. Donc le sujet du jour, c'est l'open source. Alors quelles sont les 4 questions que nous allons aborder ensemble? Donc petit rappel, si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, je vous invite à couper votre caméra. Donc les 4 questions que nous allons aborder. Donc la première question assez introductive, que peut apporter l'open source à une entreprise? Donc c'est pour mettre un peu en contexte le sujet. Ensuite, on viendra brièvement sur les principaux types de licences open source. Bon, ça n'a pas vocation évidemment à être exhaustif. On viendra avec la troisième question sur les précautions à prendre quand on veut utiliser des éléments open source dans un projet. Et enfin, la quatrième question est un peu récapitulative et mettra en lumière des bonnes pratiques, des recommandations pour gérer de manière raisonnable et efficace les risques qui sont liés à l'usage de l'open source, puisque l'open source, comme toute autre technique, n'est pas exempt de risques. Alors, quel est l'exemple qui va nous servir de fil conducteur? Donc, l'exemple est le suivant. Donc, c'est une start-up qui a développé un logiciel de gestion pour les salons d'esthétique. Et donc, cette start-up, comme souvent, même il n'y a évidemment pas que les startups qui font cela. Pour aller plus vite, elle va utiliser des éléments open source dans la création de son logiciel de gestion. Et elle va commercialiser ses services à ses clients, donc les salons d'esthétique, sous forme d'une licence abonnement. Et donc, quand vous souscrivez un abonnement, vous recevez une licence d'utilisation de ce logiciel qui comporte 2 éléments. Un élément central qui est installé sur le serveur de la startup et un élément client qui est installé, donc une app mobile qui est installée sur les tablettes ou les smartphones utilisés par les personnes qui gèrent le salon d'esthétique. Le logiciel est distribué par la startup sur base d'une licence propriétaire. Elle ne met pas à disposition de ses clients le code source. La startup fonctionne bien, les affaires sont florissantes et comme souvent dans ces cas-là, se pose à un moment donné dans l'histoire de la startup la question de l'entrée dans le capital d'un investisseur qui est attiré par les perspectives commerciales du projet. Et donc, comme c'est toujours le cas en pareille circonstance, l'investisseur fait ce qu'on appelle une due diligence, où il va vérifier la solidité des actifs de l'entreprise dans laquelle il envisage d'investir. Donc voilà pour l'exemple et je passe maintenant la parole pour la première question à Lina. Bonjour à tous, je suis Lina Lawège et c'est avec moi que nous allons analyser cette première question qui est donc: que peut apporter l'open source à mon entreprise? Avant de parler des licences open source, il faut comprendre ce qu'est une licence.
La logique des droits intellectuels, comme le droit d'auteur, les brevets ou encore le droit des marques, est une logique de droit exclusif. Cela veut dire que le titulaire du droit est le seul à pouvoir exploiter son œuvre, son invention ou sa marque. Toute autre personne doit s'abstenir d'exploiter l'œuvre. Dans le cas de l'open source, on parle de logiciels qui sont protégés par le droit d'auteur. Pour utiliser un logiciel, il faut donc soit être titulaire du droit d'auteur, soit avoir une autorisation du titulaire. La licence est justement une forme d'autorisation. C'est un contrat à part entière permettant l'exploitation du logiciel sous certaines conditions. Pour que le contrat soit valablement formé, il faut donc un consensus sur les dites conditions. Le désaccord entraîne l'impossibilité de contracter, d'obtenir une licence et donc d'exploiter l'œuvre. Le concept de licence étant ainsi défini, qu'entendons-nous par licence open source? Tout d'abord, un logiciel est basé sur du code objet et du code source. On parle d'open source quand un logiciel a un code source librement accessible par les détenteurs de la licence. En ayant accès à ce code source, les développeurs peuvent donc modifier, faire évoluer le logiciel, l'examiner pour en comprendre la logique. La licence open source est souvent opposée au logiciel dit propriétaire ou à source fermée. Le code source de ces logiciels propriétaires n'est pas accessible au public. Seul le titulaire du droit d'auteur a accès à ce code et peut l'exploiter, le modifier, le mettre à jour ou autre. Les logiciels propriétaires imposent traditionnellement beaucoup plus de limites sur l'exploitation faite par les utilisateurs. Donc, vous comprendrez que les licences open source offrent beaucoup plus de liberté. On aimerait toutefois attirer votre attention ici que licence open source ne signifie pas qu'il n'y a pas de limite et que tout peut être fait. Comme dit précédemment, la licence est une autorisation d'exploiter sous conditions. La licence open source conserve cette logique. Certaines conditions s'appliquent à l'exploitation. Vous voyez sur cette slide certains exemples de démarches qui doivent être prises quand on utilise un logiciel open source, comme par exemple l'obligation de documenter les modifications réalisées au code, l'obligation de soumettre le logiciel dérivé à une licence open source spécifique, l'obligation d'informer le créateur du composant des réalisations faites sur base de celui-ci, et ça, ce sont seulement des exemples. Les conditions d'utilisation de la licence peuvent être variées et dépendent du créateur du composant open source et du choix de la licence. Concernant à présent les avantages et les inconvénients. D'une part, les avantages. Tout d'abord, le problème du vendor lock ne se pose pas. Le vendor lock est le fait de devoir systématiquement retourner vers le même fournisseur. Avec un code librement accessible, il est plus facile de faire appel à d'autres développeurs. Un second avantage est que dans les faits, la plupart des composants open source sont gratuits. De plus, l'open source permet une collaboration entre une communauté de développeurs. Grâce à ça, on constate une amélioration constante via le retour d'expérience et les modifications superposées. On parle alors ici d'évolutivité. Enfin, les derniers avantages que l'on souligne sont la flexibilité et l'intégration. Grâce à l'accès au code source, il y a une certaine facilité de modification pour adapter le logiciel aux besoins particuliers d'une entreprise. Concernant maintenant les inconvénients. On peut tout d'abord constater certains risques en termes de sécurité juridique. Les licences ne sont pas toujours claires sur les conditions applicables. On peut également avoir des conditions très variables d'une licence à l'autre. Comme dit précédemment, la licence open source n'est pas synonyme de aucune contrainte. Dès lors, on peut constater une impossibilité de commercialiser librement le logiciel due à, par exemple, des incompatibilités entre les licences ou des contraintes à intégrer des produits dérivés dans le business model. Un autre inconvénient est que l'open source entraîne également toujours une absence de garantie sur la qualité du produit quant à sa compatibilité avec d'autres produits. Maintenant que l'open source a été défini et présenté, je vais
je vais passer la parole à Sophia pour qu'elle vous présente la deuxième question. Merci beaucoup, Lina. Alors, moi, je suis Sophia Laboudi. Je vais vous parler de la deuxième et troisième question. Alors, concernant la deuxième question, donc les types de licences open source existantes, en fait, il y a une grande variété de licences open source dans le marché de l'open source, mais on peut en distinguer trois grandes familles. Alors, il y a d'abord les licences dites permissives. En fait, avec ce type de licence, il va y avoir des exigences minimales sur la manière dont un logiciel peut être redistribué ou modifié. Donc, en utilisant des composants de ce type pour développer un logiciel, vous avez dès lors le choix en fait, d'appliquer la licence de votre choix sur le logiciel final, donc sur l'œuvre dérivée. Donc, en fait, ce type de licence n'oblige pas à redistribuer l'œuvre dérivée sous une licence particulière. Et il existe une liberté de choix pour le développeur quant à la licence qu'il aimerait utiliser sur l'œuvre dérivée. Donc, il est possible, en fait, d'utiliser ce type de licence permissive pour l'appliquer à un logiciel propriétaire ou utiliser le composant sous n'importe quel type d'autre licence open source. Donc, des exemples sont par exemple les licences MIT ou les licences BDS. Ce sont deux grands types de licences assez connus qui sont permissifs. Le deuxième type de licence, c'est les licences dites non permissives, qu'on appelle également copyleft ou licence virale. En fait, ces licences exigent que le logiciel utilise la même licence open source que l'œuvre originale, que le logiciel original. Donc, autrement dit, on parle de caractère contaminant ou viral de la licence. Donc, un exemple, par exemple, vous choisissez de modifier ou de distribuer un composant logiciel qui a été publié à l'origine sous la licence copyleft GNU-GPL, donc c'est un type de licence non permissif, alors votre version dérivée du logiciel doit également être publiée sous licence GNU-GPL. Donc, alors, tout nouveau code écrit, spécifiquement pour ce logiciel dérivé, va devoir être sous cette licence GNU-GPL. Donc, l'objectif principal de ce type de licence non permissif, c'est vraiment garantir que la nature de l'open source soit préservée pour tous les développements ultérieurs. Donc, en fait, ça empêche quelqu'un de prendre possession du code source et de l'utiliser dans son propre logiciel propriétaire. Ensuite, on a un troisième type de licence qui s'appelle licence semi-permissive. Bon, pour vraiment saisir ce concept de licence semi-permissive, il faut comprendre la différence entre la composition et la dérivation. La composition désigne l'assemblage de composants open source avec d'autres composants open source ou avec des composants propriétaires sans modification du code source. Donc, c'est comme si on assemblait plusieurs briques pour donner un produit final, plusieurs briques de Lego, par exemple, pour donner un logiciel composé de plusieurs composants et cet ensemble sera l'œuvre dérivée. La dérivation, en fait, ça désigne plutôt la modification apportée au code source en lui-même. Donc, c'est comme si on modifiait le code de la brique de Lego en elle-même. Et à titre d'exemple, il existe comme licence semi-permissive la licence Mozilla Public License. Donc, pour cette licence, la dérivation est autorisée, donc la modification du code source, mais tant que le logiciel dérivé reste sur la même licence. Donc là, on va retrouver des éléments de licence de type non permissif, copyleft. Donc, pourquoi? Parce que, par exemple, un développeur IT n'a pas nécessairement envie que le code de son logiciel soit modifié. Par contre, il n'a aucune crainte pour que l'usage en lien, pour avoir un usage de son logiciel en lien avec d'autres composants. Et donc, dans cette licence MPL, la composition, donc l'assemblage de plusieurs composants, est autorisée sans restriction quant au choix de la licence applicable. Donc, on peut utiliser la composition et ensuite appliquer le tout sous licence propriétaire. Par contre, pour cette licence, il y a une obligation pour la part du logiciel MPL de continuer à respecter les termes et conditions de la licence MPL. Alors, voilà. Donc, j'aimerais revenir en détail sur le concept de licence non permissive. Donc, je rappelle que pour ce type de licence, il y a un effet contaminant viral lorsqu'on utilise un composant sous ce type de licence. Donc, il faut être bien attentif à identifier, donc, dans les licences non permissives, l'événement déclencheur, donc le trigger event de l'effet viral. Alors, souvent, c'est lorsqu'on distribue une copie du composant ou de l'œuvre dérivée, donc lorsqu'on fait une reproduction de cette œuvre. Il existe parfois des exceptions aussi permettant d'échapper à l'effet contaminant et viral des licences non permissives. Par exemple, la Class Path Exception,
En fait, il s'agit d'un genre d'addendum à la licence GPL, qui est une licence donc non permissive, qui va permettre de lier une bibliothèque GPL avec un module indépendant sans soumettre l'œuvre dérivée à la GPL. Donc, le module indépendant peut donc être un programme sous licence propriétaire. Donc, finalement, ce qui est très important, c'est l'interprétation des licences. Il faut garder en tête qu'en cas de litige, une licence sera toujours interprétée en faveur de son auteur. Donc, dans le cas de l'exception à l'effet viral, on considérera que la condition de respect de la GPL s'appliquera. Alors, il existe d'autres types de licences et en fonction de la nature du projet, certains types de licences open source présentent un niveau de risque plus ou moins élevé. Donc, certaines de ces licences sont également inclassables. Il est important, et ça c'est primordial, de bien comprendre les termes des licences qu'on aimerait utiliser. Donc, il faut également faire attention que beaucoup de ces licences sont rédigées par des non-juristes, parfois des informaticiens, et la terminologie n'est parfois pas évidente à saisir, à comprendre, et à lier avec les concepts juridiques existants dans notre cadre juridique belge, par exemple. Il y a des termes qui ne correspondent pas toujours à la réalité juridique, ou il y a une utilisation d'une terminologie parfois internationale qui n'a pas toujours un équivalent juridique dans notre cadre national. Et donc, la force juridique et la force exécutoire de ces licences peuvent être remises en question. Et donc, il en découle qu'il existe actuellement une certaine insécurité juridique, surtout en cas de contentieux. Sur la troisième question, donc, quelles sont les précautions à prendre pour utiliser des éléments open source? Donc, on peut se demander comment choisir en fait sa licence parmi la multitude de licences existantes. Donc, pour cela, il faut porter son attention sur plusieurs points. Alors, le premier point, c'est bien identifier les besoins et les objectifs du projet qu'on souhaite réaliser. Donc, pour les licences, si on veut développer un logiciel et le commercialiser, peut-être qu'une licence permissive sera plus adaptée. Comme ça, les utilisateurs pourront réutiliser votre code, le modifier et même l'utiliser aisément dans leur logiciel propriétaire sans obligation de publier le code de l'œuvre dérivée. Alors, les autres licences doivent prendre place dans des autres business models, axés sur la maintenance, le support ou des projets à usage interne. Un autre point sur lequel il faut porter son attention, c'est veiller à la compatibilité entre les licences. Donc, les licences de logiciels libres ou open source peuvent comporter des droits et des obligations différents pour le preneur. Et lorsque les termes d'une licence, lorsqu'on utilise plusieurs composants sous des licences open source différentes, donc parfois les termes de ces licences peuvent être incompatibles entre elles en fait. Et ainsi, cela rend impossible l'intégration juridique de différents composants logiciels. Donc, je vais illustrer ça dans le slide suivant avec un exemple. Et le troisième point, c'est qu'il faut vraiment bien informer, mais aussi former ces équipes de développement afin d'assurer une gestion cohérente des licences open source. Donc, par exemple, il serait utile de dresser une nomenclature avec la liste de tous les composants sous licence open source qu'on aimerait utiliser pendant le développement d'un projet IT. Alors, pour illustrer une incompatibilité, je vais reprendre l'exemple du début avec notre startup qui aimerait bien en fait développer le logiciel et le distribuer sous licence propriétaire. Alors, imaginons que notre startup utilise plusieurs composants pour développer ce logiciel. Par exemple, un composant sous licence BDS, un autre sous licence MIT. Donc, ce sont deux licences qui sont permissives. Un autre composant sous licence GPL, qui est une licence non permissive, un sous licence NPL, en sachant que le code source du composant a été modifié. Donc, pour rappel, la licence NPL est une licence semi-permissive et non permissive en dérivation. Donc, dans ce projet, en fait, on peut observer une certaine incompatibilité parce que si on utilise un composant sous licence GPL, l'effet contaminant, l'effet viral de la licence va s'enclencher et ça va obliger le preneur de la licence à distribuer l'ensemble, donc le logiciel dérivé, sous licence GPL. Mais en parallèle, le logiciel va devoir également respecter les termes de la licence NPL qui oblige que l'ensemble soit redistribué sous licence NPL. Donc, on voit qu'il y a une contradiction entre les termes de ces deux licences. Quelles sont les solutions?
La première solution serait de remplacer le composant NPL par une autre licence. Ce n'est pas suffisant, en fait, parce qu'on évacue le problème partiellement dans ce cas-là, parce qu'il y a toujours le composant GPL qui oblige à redistribuer les logiciels dérivés sous GPL, et le but est, en fait, de redistribuer ce logiciel sous licence propriétaire. Donc, la solution numéro 2 serait remplacer à la fois la licence NPL et la licence GPL, et utiliser des composants alternatifs, en fait, à ces deux autres composants, soumis à des licences plutôt permissives. Je vais repasser maintenant la parole à Lina, qui va aborder avec vous la 4e question. Oui, merci. Donc, la 4e et dernière question de notre exposé est donc de savoir comment régler efficacement les principaux risques juridiques. Comme cela vient d'être souligné, l'open source présente certains risques qui doivent être gérés d'une manière appropriée. Dès lors, il peut être utile de prévoir certaines clauses dans le contrat de développement ou de mettre en place certaines procédures dans les projets de développement. Nous conseillons donc de prévoir des clauses spécifiques, telles qu'une clause exigeant une autorisation préalable et écrite du client, une clause limitant les licences open source autorisées. De ce fait, les incompatibilités peuvent être anticipées. Une clause prévoyant l'obligation d'identifier les composants sous licence open source et de joindre une copie de licence applicable, ou encore de prévoir des clauses de garantie d'éviction spécifiques, ou de prévoir de documenter les utilisations faites des différentes licences. Donc voilà certains exemples de clauses que vous pouvez intégrer dans vos contrats. En pratique, certaines questions doivent être posées en amont. Vous devez d'abord vous demander quels sont réellement vos objectifs. Définissez-les aussi précisément que possible. Ensuite, demandez-vous quels sont les composants et licences applicables à votre projet. En fonction de ces réponses, vous devrez valider les choix des composants en fonction des licences applicables à vos projets, telles que définies. Avant de conclure, on aimerait souligner que la validité juridique des licences open source semble admise. La jurisprudence, autant belge que européenne, est assez pauvre, mais donc on constate que la validité des licences est admise. Je vais donc repasser la parole à Alexandre Kruckner pour la conclusion. Voilà, merci. Merci Sophia, merci Lina. Donc, pour conclure, cet aperçu, évidemment, c'est un exposé qui vous donne un aperçu qui ne va pas dans tous les détails vu les limites de temps. Il nous semble utile de tirer quelques conclusions pratiques par rapport à ces différentes questions. Premier élément, comme vous l'aurez observé, c'est l'importance de promouvoir en interne dans les entreprises, les organisations, de promouvoir des bonnes pratiques lorsqu'on envisage de faire une utilisation d'éléments sous licence open source ou sous licence libre. Qu'est-ce qu'on entend par bonne pratique? Eh bien, tout dépend évidemment du type d'activité de l'entreprise, de l'organisation. Ça dépendra également du niveau et de l'intensité de l'utilisation des éléments sous licence libre. Plus vous êtes dans une zone d'utilisation qui est proche du core business de l'entreprise, de l'organisation, plus ces questions sont importantes à régler correctement. Et par ailleurs, plus vous faites un usage fréquent, un usage intensif d'éléments sous licence libre open source, plus ce sera évidemment important. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de procédure, de bonnes pratiques? Eh bien, ça peut être la mise en place de guidelines, de lignes directrices pour les équipes de développement de projet, pour qu'elles sachent comment, de manière raisonnée, faire usage d'éléments open source en distinguant
les finalités d'utilisation du résultat de ce qui va être développé. Donc, si on développe des choses à usage interne, le risque lié à l'utilisation de l'open source, en tout cas en termes juridiques, le risque sera quasiment nul. Et donc, dans ce cas-là, il y a assez peu d'intérêt à dépenser de l'énergie et des ressources à développer des procédures internes de gestion des questions liées à l'open source. Par contre, si vous développez des outils qui ont vocation à être distribués dans le public et donc qui ne resteront pas en interne à l'organisation, à l'entreprise, là, vous avez un niveau de risque juridique qui est sensiblement plus élevé. Et donc, ça rend dans ce cas-là beaucoup plus nécessaire et pertinent le fait d'investir du temps et des ressources dans le développement de guidelines, de lignes directrices qui vont en fait baliser l'usage par les équipes de développement d'éléments sous licence open source. Alors, ces guidelines, ça permet d'avoir des procédures claires, donc que les équipes de développement sachent dans quel cas, par exemple, elles doivent se retourner vers leurs collègues juristes pour valider certains choix qu'elles font dans leur processus de développement. Ça permet également d'avoir une procédure claire de gestion du risque. Et donc, comme toute procédure de gestion de risque, selon les standards habituels, ça passe par différentes étapes. Donc, se donner les moyens d'identifier les risques. Alors, comment est-ce qu'on peut identifier les risques en matière d'open source? Il n'y a pas de solution miracle. La seule qui fonctionne, c'est la documentation. Donc, il faut documenter correctement le recours à l'open source. Alors, qu'est-ce qu'on entend par documenter? Documenter, ça veut dire faire un inventaire de tous les composants open source qui sont utilisés avec une référence et une copie des licences qui sont liées à ces composants. Donc, classiquement, quand vous allez dans une bibliothèque, dans un repository pour chercher des composants open source, vous allez télécharger ce qu'on appelle un package dans lequel vous trouverez un fichier avec le code source, un fichier avec des explications sur ce code source, son origine, etc. Et vous aurez également un fichier avec les conditions de licence. Et donc, ces différents fichiers doivent être soigneusement rangés et tout doit être inventorié pour qu'on ait une documentation cohérente de l'usage de l'open source. Alors, cette documentation va permettre aux équipes juridiques par la suite d'identifier l'existence de risques particuliers, comme on l'a expliqué dans l'exposé, par exemple en vérifiant s'il n'y a pas de composants dans l'inventaire qui seraient soumis à des conditions contradictoires, c'est-à-dire que vous ne pourriez pas simultanément respecter les exigences juridiques des différentes licences des composants utilisés. Dans ce cas-là, évidemment, il faut trouver une alternative. Donc ça, c'est l'aspect identification du risque. Ensuite, quand dans la procédure de gestion de risque, quand vous avez identifié le risque, vous devez l'analyser pour voir si ce risque est élevé ou pas, et en fonction, avoir une démarche de traitement du risque. Le traitement du risque, ça peut être soit accepter le risque, mais au moins on l'accepte en connaissance de cause, ce qui est déjà important dans une organisation, pour que les décideurs, quand on prend par exemple la décision de mettre sur le marché un produit, que les responsables des décisions de mise sur le marché aient été en amont informés que si on met le produit sur le marché en l'état, il y a tel et tel risque juridique. Et donc, il faut que cette information remonte aux personnes qui ont la compétence au sein de l'organisation pour prendre ces décisions, que tout ça soit documenté et que donc, en bout de course, éventuellement, le risque fasse l'objet d'une acceptation en bonne et due forme selon les procédures internes de gestion de risque qui sont établies dans l'organisation. Alors, une autre façon, évidemment,
au-delà de l'acceptation du risque, ça peut être d'essayer de limiter ou d'éviter ce risque. Alors, on peut soit l'éviter en amont par les procédures, les guidelines qui vont faire que les développeurs vont peut-être mieux choisir les composants qu'ils utilisent. Et donc là, on va réduire les cas potentiellement problématiques et donc la nécessité par la suite de traiter un risque qui apparaîtrait. Si ce n'est pas le cas ou si malgré tout il reste des risques qui sont identifiés, dans ce cas-là, une autre manière de les traiter, au-delà de l'acceptation, ça peut être le fait d'avoir des procédures d'interaction entre le juridique et les équipes de développement pour se mettre autour de la table et discuter des solutions alternatives. Donc classiquement, c'est l'équipe de développement qui vient présenter des modules alternatifs aux modules qui auraient été identifiés par le juridique comme étant problématiques. Et donc, dans ce cas-là, on valide avec l'équipe de développement, on se met autour de la table, juristes et développeurs, pour valider quel est le composant alternatif qui présente au niveau technique et au niveau juridique la meilleure balance pour rencontrer le risque qui avait initialement été identifié. Donc ça, c'est la question de la gestion du risque. Pour gérer le risque de manière optimale, comme je le disais, il y a aussi la meilleure façon, c'est prévenir. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc là, au-delà des guidelines, il y a aussi une utilité quand on fait un usage fréquent de l'open source. Il y a une utilité à avoir des séances de formation pour les équipes de développement pour justement les familiariser avec le type de risque que leur métier peut générer sur le plan juridique. Parce qu'évidemment, les équipes de développement ne sont jamais ravies quand elles ont passé pas mal de temps et d'énergie à développer un produit. Elles ne sont jamais ravies que par la suite, l'exploitation de ce produit soit remise en question par des problèmes juridiques. Et donc, la meilleure façon d'éviter ça, c'est de sensibiliser les équipes de développement pour que justement ces bonnes pratiques s'incorporent dans leur façon de travailler et que donc on réduise le volume de situations problématiques qui vont nécessiter alors un traitement par les procédures de gestion de risque que je viens d'évoquer. Donc voilà pour les réflexions un peu générales, méthodologiques sur l'usage de l'open source. Donc au sein du cabinet Lexing, on travaille sur ces questions depuis de nombreuses années. Et on a constaté dans notre pratique que sur le marché, il y avait un type de service qui, selon nous, fait défaut, n'existe pas. C'est un service qui permet une détection rapide et simplifiée des problèmes potentiels les plus importants quand on utilise de l'open source. Et donc, on a un petit peu réfléchi en interne par rapport à notre expérience pratique de ce type de difficultés. Et on a essayé de concevoir des outils qui pourraient permettre de faciliter la vie des entreprises par une détection rapide des problèmes les plus importants. Donc le but n'est pas de faire une analyse complète et exhaustive de tous les risques d'un projet spécifique. L'idée est plutôt de fournir un outil qui permet une détection rapide et simplifiée, donc pas un examen complet, des problèmes les plus importants qui pourraient être bloquants dans la conduite de certains projets. Et donc, on est en train de finaliser les éléments pour le lancement de ce service qui va apparaître, vous le verrez, sur notre site Internet dans les prochaines semaines. Donc, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, donc l'idée, c'est que vous avez une feuille Excel dans laquelle une équipe de développement peut lister les composants qu'elle a utilisés avec la référence aux licences applicables. On demande également de fournir une copie des licences concernées.
Et sur cette base-là, nous pouvons fournir une analyse rapide sur 2 points, à savoir, premier point, est-ce qu'il existe des incompatibilités entre les licences qui sont utilisées dans ma liste de composants? Et deuxième point, est-ce que dans la liste de composants, est-ce que figure dans cette liste, des licences qui imposent des restrictions importantes sur la distribution ultérieure des œuvres dérivées? Donc, classiquement, c'est l'identification de licences qui seraient non permissives et donc qui pourraient être problématiques pour une exploitation commerciale avec des tiers par la suite. Donc voilà plus ou moins à quoi ça ressemblera. Donc vous aurez un fichier Excel d'entrée et un fichier Excel de sortie. Donc le fichier Excel que vous avez ici, c'est celui que vous complétez pour introduire la demande. Donc vous listez les composants avec la licence applicable. Donc là vous avez un menu déroulant dans lequel vous avez les licences que nous avons l'habitude d'utiliser, qui sont les licences en fait les plus courantes dans le domaine de l'open source. Donc ça, c'est un élément important. Encore une fois, c'est un service qui est conçu pour une gestion rapide. Et donc forcément, on a limité le champ du service aux licences les plus fréquentes, c'est-à-dire les licences pour lesquelles nous, en interne, on a déjà développé des outils d'analyse qui nous permettent de fournir une réponse rapide. Si on part sur d'autres licences, là, évidemment, on peut fournir une analyse, mais alors ce ne sera pas sur base du nouveau service, en tout cas pas sur base des conditions standards, dans la mesure où là, on fera plutôt un devis particulier. Donc, le service standard sera fourni sur une base forfaitaire, tandis que le service plus sur mesure, où là, on aurait par exemple des licences inhabituelles, ou en tout cas qui ne sont pas dans notre liste de licences qui sont déjà couvertes par nos outils de gestion. Dans ce cas-là, on fait sur base d'un devis parce que ça nous demanderait évidemment un travail d'analyse plus approfondi. Ça va prendre forcément un peu plus de temps. Alors, si on garde le schéma classique, donc vous nous soumettez la liste de composants en identifiant les licences applicables. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez recevoir? Vous allez recevoir une autre feuille Excel dans laquelle vous aurez 2 colonnes supplémentaires. Une colonne qui va identifier les éventuelles incompatibilités, donc ce sera marqué en rouge pour attirer votre attention, et une autre colonne dans laquelle on met en évidence le fait que, attention, même s'il n'y a pas éventuellement d'incompatibilité, faites attention que ce composant est soumis à une licence qui impose des restrictions importantes pour la distribution des œuvres dérivées qui sont basées sur ce type de composant. Et donc l'idée, c'est ici d'avoir des clignotants pour les équipes de développement. Donc on vous fournit une réponse rapide en vous disant attention, là, vous avez potentiellement des éléments qui sont problématiques dans la conception de votre solution. Donc c'est évidemment pas un service qui va régler tous les problèmes, mais c'est un service qui permet de répondre à certains types de demandes, notamment quand on veut une première évaluation rapide sur un projet déterminé. Alors, autre type d'outils que nous avons déjà... Ah, je ne sais pas, mis à jour. Attendez, je vais passer... Il faut que je change d'écran, parce que j'ai ajouté un slide en dernière minute, mais je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas enregistré dans la version que je passe à l'écran. Donc, je vais changer d'écran. Voilà. Donc là, vous avez mon écran avec... Ah, ben voilà, ça ne s'est pas enregistré, là non plus. Bien, merveilleux. Donc j'avais
J'avais prévu autre chose, mais ça a disparu. Bon, bah désolé. Si vous permettez un petit instant, il faut que je retrouve le document. Je vais arrêter le partage d'écran. Je pense qu'on peut passer aux questions éventuelles. Pendant ce temps-là, je vais retrouver ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer un exemple de guidelines qu'on peut développer pour faciliter le travail des équipes de développement et améliorer la gestion en amont. Ah, mais non, je vois que c'est effectivement dans mes slides, mais pas à l'endroit que j'avais prévu. Voilà. Donc voilà, c'est ici. Voilà un exemple de guidelines que nous avons développé en interne. Donc ce sont en fonction évidemment de ce que fait le client, de son type d'activité. Donc ça vous permet par un arbre de décision, donc vous mettez ça à disposition des équipes de développement. Si elles utilisent un certain type de licence, elles font de la dérivation ou de la composition et elles peuvent voir, tiens, dans ce cas-là, je suis soumis à telle ou telle restriction. On utilise des codes couleurs. Quand c'est rouge, c'est potentiellement davantage problématique. Quand c'est orange, il faut faire attention, il y a des contraintes, mais c'est gérable. Et quand c'est vert, bah là, vous pouvez foncer. A priori, il n'y a pas de contrainte majeure. Voilà. C'était le dernier élément que je voulais partager avec vous. Voilà. Et je pense qu'on peut passer aux questions que vous auriez. Merci de votre attention. Alors, je vois qu'il y a déjà une question dans le chat. Pour la gestion des risques, ça peut être l'obtention d'une licence commerciale de la part de l'auteur de l'open source. Oui, donc effectivement, comme on est face à des droits exclusifs, on est face à l'exploitation d'éléments qui sont protégés par des droits exclusifs. La solution d'aller demander l'autorisation du titulaire, c'est évidemment une solution qui, en théorie, est possible. Maintenant, il faut savoir que par rapport à l'open source, vous avez deux difficultés pratiques qui font que si théoriquement c'est une solution, en pratique c'est très compliqué à mettre en œuvre. Le premier élément, c'est que la plupart du temps, vous avez de multiples composants et donc si vous devez faire cette démarche-là à l'égard de plusieurs créateurs de composants, ça peut s'avérer assez fastidieux à gérer, en espérant qu'ils acceptent tous. Donc, c'est pas évident. Donc ça, c'est une première difficulté pratique. Deuxième difficulté pratique, c'est de voir à quelles conditions vous pourriez éventuellement avoir ces accords. Donc si l'un soumet à des conditions qui ne seraient éventuellement pas compatibles avec celles auxquelles soumettrait un autre des titulaires de droit sur un autre composant qui serait également problématique, là vous êtes dans une situation compliquée. Et on peut ajouter un autre élément qui n'est peut-être pas très juridique, mais qui correspond aussi à la réalité. C'est que dans la gestion des risques de l'open source, parfois, certaines entreprises décident de passer outre le risque juridique en se disant que de toute façon, personne ne s'en rendra compte. Bon, ce n'est pas très recommandable au niveau juridique. Mais parfois, c'est ce qu'on vit dans la réalité pratique des entreprises. Vous avez des échéances projets, voilà, le management refuse de reporter, et alors on se dit, bon, bah, tant pis, on accepte le risque juridique. Alors si vous commencez à discuter avec les développeurs des composants, forcément, vous attirez leur attention, et si vous n'arrivez pas à un accord, forcément, après, vous n'allez pas pouvoir exploiter cette carte, entre guillemets, qui consiste à juste ignorer les droits du titulaire, du composant, puisque vous aurez préalablement attiré son attention. Et un dernier point au niveau pratique pour la difficulté de ce type d'approche qui consiste à demander l'autorisation,
c'est que parfois, vous n'avez pas les coordonnées de contact des développeurs. Dans la documentation des composants open source, parfois vous avez une adresse mail de contact, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc parfois, d'un point de vue pratique, ça peut être compliqué de retrouver une personne à qui demander une autorisation. Voilà. Autre question? N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez intervenir. Je vois que Lina et Sophia ont été particulièrement claires dans leur exposé. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici. N'hésitez pas si vous souhaitez nous contacter. N'hésitez pas à nous contacter par mail si vous avez par la suite des questions qui vous reviennent. Dans le chat, je pense qu'il n'y en avait pas d'autres. Non. OK. Donc, vous recevrez les slides dans les prochains jours. On vous mettra également un lien vers la page web dédiée dans laquelle nous allons offrir ce nouveau service d'analyse simplifiée. Ça nous intéresse aussi évidemment d'avoir votre retour du point de vue business, je dirais. Est-ce que ce type de service, donc de notre expérience, on avait l'impression que c'était un type de service qui manque sur le marché. Donc, on pense que ça peut répondre à certains besoins. Ça nous intéresserait aussi d'avoir votre retour sur, tiens, on trouve que la manière dont vous le proposez, c'est bien ou c'est pas bien pour telle et telle raison. Ça nous permettra aussi d'ajuster notre offre de service si elle présente certaines imperfections, puisque c'est un nouveau service, donc c'est aussi quelque chose qu'on teste. Donc, c'est toujours utile pour nous d'avoir le retour, entre guillemets, du marché sur le fait qu'on a bien ciblé les choses ou peut-être qu'on est complètement à côté de la plaque pour telle et telle raison qu'on n'aurait pas bien ou mal perçu dans notre analyse du marché. Voilà, en tout cas, merci de votre attention et excellente journée, bonne fin de semaine et bon week-end. Au revoir.